Bonjour et bienvenue à cette session d'Audscale Experience au Village Finance. On démarre l'après-midi ensemble donc avec trois professionnels de la gestion, exécution, provider, support. Aujourd'hui, donc la problématique que l'on va couvrir cet après-midi, en fait, c'est le cycle de vie des fonds. C'est de la création à la supervision. La digitalisation du cycle de vie réglementaire des fonds, donc c'est une problématique assez importante. Hein. Ça concerne un univers d'investissement très large et très riche. Et pour ce faire, on va aborder en trois étapes ce problème de digitalisation à travers un constat que vous allez nous partager aujourd'hui. Quelles sont les opportunités et qu'est-ce qui, selon chacun, resterait à faire? Et pour ce faire, j'ai aujourd'hui le plaisir d'accueillir, alors pas dans l'ordre du slide, mais je vais commencer par madame, donc Véronique Usan, Head of Allfund France. Véronique se présentera beaucoup mieux que je ne pourrais le faire. Louis-Grégoire Logre, Agama IQ EQ, et Michael Priem de Audscale Business Experience Finance. Véronique, je t'en prie pour commencer. Beaucoup, Vincent. À toi la parole. Très rapidement. Moi, j'ai une expérience un petit peu transverse puisque j'ai fait quelques belles années en CIB, Investment Banking, puis en Asset Servicing au moment de la création de KCIS, et puis quelques belles années chez Amundi, donc les leaders de l'asset management européen, sur toute la transformation en fait, des dossiers de transformation, de création de plateformes, et puis la direction du trading d'Amundi et sur la création des services d'Amundi Technologies. Et enfin, j'ai eu le privilège d'être à la direction d'une société de gestion entrepreneuriale active, donc de vraiment être dans le métier. Et aujourd'hui, la responsabilité en fait, du Bureau France, comme tu l'as dit Vincent, de Allfunds, donc une plateforme en fait, de distribution et de services aux asset managers. Alors, Louis-Grégoire Logre, donc Véronique, tu es on va dire dans la gestion. Toi aussi, tu as également été dans la gestion, mais maintenant plutôt au service. À toi la parole, je t'en prie. Au service. Merci beaucoup Vincent, mais bonjour à tous. Donc, je suis Louis-Grégoire Logre, je suis le patron d'Agama IQ EQ. Agama IQ EQ, qu'est-ce que c'est? C'est un acteur spécialisé dans la conformité réglementaire des acteurs régulés. Et donc, on est leader en France en création de sociétés de gestion. On aide à peu près 60% des nouvelles créations tous les ans, donc on a une grosse part de marché. Et ensuite, on est leader dans tous les sujets de conformité et de contrôle interne. Pour ma part, j'ai un passé de presque 10 ans chez le régulateur français. J'ai passé 10 ans à l'AMF, à l'autorité des marchés financiers. Et j'ai fini les 4 dernières années comme patron des équipes société de gestion et PSI, avec toutes les autorisations, les nouveaux agréments, mais également tous les sujets de difficultés, de plaintes, de crises, les Man Brothers, Madoff et autres, qui ont permis d'enrichir cette expérience. Agama IQ EQ, c'est aussi maintenant une entité qui vient d'être achetée. Donc j'ai cédé avec mon associé, mon cofondateur, on a cédé le groupe Agama il y a quelques semaines. Donc maintenant on appartient au groupe IQ EQ, qui est un groupe mondial de services financiers. Et on a un objectif d'offrir un one-stop shop sur tous les sujets de services financiers autour des besoins des gestionnaires et des distributeurs. Et nous, on a nous-mêmes commencé à digitaliser nos process puisqu'on a créé une RegTech qui s'appelle BELT, qui a été labellisée par le pôle de finance innovation. Et donc, c'est un outil qui permet de digitaliser tous les process de contrôle, d'assurer une piste d'audit, d'assurer un suivi de toutes les recommandations, des plans d'action et de gagner du temps pour les équipes de compliance de la place. On a à peu près 80 clients, principalement français, mais on commence à s'ouvrir au Luxembourg et dans d'autres juridictions. Et donc toi, Michael, tu as aussi commencé... je dirais dans la gestion, mais depuis évoluer vers d'autres activités. Je t'en prie. Vincent. Bonjour à tous. Je m'appelle Michael Priem. J'ai commencé ma carrière chez Paribas Asset Management, où j'étais responsable des middle office et services clients institutionnels worldwide jusqu'au rachat avec la BNP. Et ensuite, je suis plutôt parti dans le monde de l'entrepreneuriat. Petite société qui faisait des plateformes de passage d'ordre en bourse et de contrôle de risque en ligne qui a été racheté par Six Télécourses. Et puis j'ai créé Amfine en 2006.
pour industrialiser tout ce qui est reporting réglementaire vers les régulateurs. C'était beaucoup le prospectus, le KID, les reporting AIFMD. Et récemment, on m'a demandé de reprendre une société que j'avais incubée à l'époque, Forcia. Et j'ai opéré le rapprochement entre Forcia et Dassault Systèmes Outscale. Et maintenant, je m'occupe de l'ensemble des solutions RegTech pour Dassault Systèmes Outscale. Très bien. Donc, comme vous pouvez le constater, nous avons donc 3 intervenants, je dirais, qui sur tout ce qui concerne les fonds de l'amont à l'aval ont couvert ces thématiques. Et du coup, c'est l'occasion de leur demander à chacune et chacun, où est-ce que, selon vous, on en est aujourd'hui. Je dirais en fait quel est l'état des lieux sur la partie digitalisation avec des points de vue qui sont assez différents, allant de la création, la gestion, l'exécution, la supervision et je dirais jusqu'à la relation finale avec le distributeur du fonds. On va commencer, tu parlais Louis Grégoire tout à l'heure de l'aspect création, accompagnement création. Est-ce que tu peux nous donner ton feedback sur cet état des lieux de la digitalisation? Alors c'est un sujet, c'est un chemin semé d'embûches. Parce qu'il y a toute une première étape où, effectivement, de l'initiation du projet, la première étape, c'est qu'il faut aller voir le régulateur. Et pour aller voir le régulateur demande aujourd'hui une présentation assez synthétique, de connaître assez précisément la structure actionnariale cible des acteurs, la structure dirigeante de la future société de gestion, mais également les stratégies, les fonctionnements, l'organisation des métiers, que ce soit la partie opération, les outils, la partie compliance, la partie risque, et aussi un business plan. C'est-à-dire qu'on ne peut pas aller à l'AMF sans un business plan. Et c'est vrai que c'est un élément important. Ça veut dire d'avoir testé un peu son marché, son écosystème, pour voir notre capacité, la capacité du porteur de projet à lever suffisamment d'argent pour permettre de déployer les stratégies là où les stratégies d'investissement et être rentable, parce qu'un des leitmotifs des régulateurs, et vous le savez bien, c'est la préservation des fonds propres des acteurs régulés. C'est beaucoup plus poussé dans le monde bancaire et assurance, mais l'AMF, côté société de gestion, a cette vigilance. Et on est en ce moment dans les reporting FRARAC avec les rapports annuels et la partie statistique. C'est le gros sujet sur les fonds propres. Et donc, une fois qu'on passe tous ces process, il y a un process d'instruction avec beaucoup de questions, beaucoup d'interactions. Et l'AMF délivre des dossiers, des agréments, une 30 à 35 par an. Mais une fois qu'on est agréé, c'est là que le plus difficile commence. Il faut trouver une banque dépositaire. Tu en parlais un peu, Michael, tout à l'heure. Il faut trouver des commissaires aux comptes, des valorisateurs. Et à partir de ce moment-là, on doit partager de l'information, partager des datas, échanger et mettre en place les systèmes, se brancher. Si je fais des stratégies un peu alternatives avec de l'effet de levier, trouver un broker ou des prime brokers, se brancher, mettre des contrats en place. Et donc, c'est beaucoup de sujets opérationnels, beaucoup de data à collecter. Et c'est vrai que ce n'est pas simple. Et après, il faut s'organiser, mettre en place les process opérationnels, que ce soit sur mes relations régulateurs, mais mes relations investisseurs, l'entrée en relation avec mes clients, le suivi de mes activités, les ratios, tous ces éléments. Donc, c'est vraiment assez lourd. Pour la petite histoire, moi j'ai passé presque 10 ans à l'AMF. En 2006, on voyait des acteurs arriver avec 30 millions d'euros dans le business plan. Ça marchait, c'était facile. C'était pas les mêmes années qu'aujourd'hui. 2010, il fallait au moins 100 millions d'euros. Aujourd'hui, si vous n'avez pas 4 à 500 millions d'euros dans le business plan cible, c'est difficile parce que vous avez un nombre incalculable de reporting à adresser, tant aux régulateurs pour la société de gestion, pour ses services, la gestion sous mandat par exemple, que pour ses fonds. Vous avez des reportings à adresser aux investisseurs et donc ça crée une lourdeur de plus en plus forte. Et c'est vrai qu'en fonction de vos canaux de distribution, et je pense que Véronique en parlera, que je parle à des banquiers, des conseillers en gestion de patrimoine sur un canal bancaire, compte titre, j'ai des reportings spécifiques, les EMT, European MiFID Templates. Si je parle à mes assureurs, j'ai des European PRIPS Templates. Si j'ai des volets un peu ESG qui ont complexifié les choses, j'ai des European ESG Templates. Donc beaucoup de choses qui sont venues accroître cette réglementation, des régulateurs qui ne cessent de demander plus d'informations pour gérer au niveau européen les risques systémiques. Et donc, on a vraiment une nécessité de très tôt dans le process, de réfléchir à son outillage pour faire du business évidemment, donc vers les clients, les services aux clients, qui sont des sujets essentiels et je pense que tu en parleras, et aussi vers les sujets internes pour maîtriser ces risques opérationnels et assurer le respect de ses obligations réglementaires et tous les engagements qui ont été pris par le porteur de projet auprès du régulateur. Aujourd'hui, c'est 720 sociétés de gestion agréées par l'AMF. Donc c'est vrai qu'il y a un nombre avec des stratégies de private equity, real estate et actifs liquides. Très conséquent. Alors on parlait de la distribution, enfin tu as évoqué les aspects de la distribution et notamment d'harmonisation. Enfin non, alors justement, la question est tronquée, mais est-ce qu'on peut parler à date, Véronique, d'harmonisation des règles de gestion sur les différentes
canaux de distribution. Non, on ne peut pas parler d'harmonisation totale. En fait, moi, je peux qu'adhérer d'abord à ce que tu viens de dire, Louis Grégoire, parce qu'en tant que dirigeante de société de gestion entrepreneuriale, j'ai vécu tout ça. J'ai vécu tout ça tous les jours. J'ai écrit des prospectus, j'ai rempli la FRARAC, j'ai fait les reportings ESG. Enfin, tout ça, c'est compliqué. Je pense que le premier défi aujourd'hui que rencontrent les acteurs, et particulièrement les sociétés de gestion, c'est la survie. Voilà, on ne peut pas ignorer en fait l'écosystème dans lequel on vit, on ne peut pas ignorer le contexte global de l'industrie, le positionnement des acteurs et le modèle économique qui est en train de se dérouler devant nous. Or, il y a un vrai sujet où la réglementation qu'on le veuille ou non, peu importe ce qu'on en pense, a écrasé les courbes de revenus des asset managers. Par contre, la courbe de coûts... Et la demande de data liée à la réglementation également. La conséquence de tout ça, c'est que le premier défi, c'est qu'on doit réavoir tous les acteurs contributeurs de la chaîne, et que ce soit les asset managers, que ce soit les distributeurs, que ce soit tous les acteurs du circuit du passif ou de l'actif, doivent se reposer la question de l'opérabilité et de l'efficience du modèle opérationnel, parce que personnellement, moi, je n'ai qu'une obsession, c'est la création de valeur. La création de valeur, ça passe par la création de valeur de l'industrie pour apporter de la valeur au client final. Donc, il faut remonter toute la chaîne et il faut se reposer la question de l'efficience opérationnelle et réglementaire. Et c'est pas simple. Quand on fait certains métiers, des métiers, si parmi vous, il y a de la compliance, il y a du juridique, une chose, c'est de faire des contrats, une chose, c'est de faire les contrats de distribution, une chose, c'est de faire ces contrôles compliance que tu connais par cœur, une chose, c'est de faire le reporting et la documentation. La connaissance métier, c'est une chose. L'efficience opérationnelle de la chaîne réglementaire en est une autre. On peut être un expert métier, mais ne pas être un expert de l'efficience de la chaîne de valeur. Et aujourd'hui, je pense qu'on n'a pas d'autre choix que de se poser ces questions et de faire confiance aux acteurs de sociétés de services et experts de cette efficience pour améliorer les coûts, améliorer la productivité, gagner de la valeur et surtout que chaque acteur se concentre sur son métier et mette toutes ses forces vives et son capital et ses acteurs, ses propres experts, à aller chercher et revenir être centré sur son métier. Voilà, moi je crois beaucoup à ça. Et c'est le vrai défi, et quelle que soit la taille. C'est-à-dire que même les acteurs Tier 1, pas que les acteurs de sociétés entrepreneuriales, les Tier 1 que vous connaissez aujourd'hui, qui sont en train de faire des regroupements, doivent se reposer la question parce qu'ils ont construit leur dispositif il y a quand même quelques années, particulièrement leur chaîne IT. Et leur système, et ils doivent se reposer la question sur le make or buy, qu'est-ce que je délègue, les expertises ont changé, est-ce que je dois encore, est-ce que j'ai tous les experts et les forces vives pour répondre aux enjeux d'aujourd'hui? La réponse c'est non, clairement. Donc en fait il faut se reposer des questions et faire un très bon SWOT diagnostic pour y répondre efficacement. Très bien. En fait, on l'avait un petit peu évoqué lorsqu'on a discuté avant cette table ronde, c'est cette problématique qui est sous-jacente finalement, c'est la donnée. Est-ce que en tant que gérant, mon métier, c'est de gérer les données que j'ai utilisées dans le cœur de mes processus métiers, que je vais modifier, que je vais distribuer, alors notamment pour des besoins de processus opérationnels ou de requêtes réglementaires. Et le tout, finalement, tu en viens à dire, le métier de gérant, c'est un métier où on utilise de la donnée pour augmenter et pour sélectionner et pour générer de la performance. C'est pas forcément un métier de data manager. Et ça, je pense que Mickaël pourra nous faire un retour là-dessus sur comment, finalement, certains opèrent cette transition, ou en tout cas comment vous avez pu accompagner certaines sociétés de gestion sur cette transition de la délégation des solutions, alors notamment réglementaires, mais je t'en prie, tu vas pouvoir Merci Vincent. Partager avec nous. Eh bien comment déjà en s'appuyant sur, parce que Dassault Systèmes n'est pas du tout connu dans le monde de la finance. Par contre, au niveau de l'industrie, est vraiment reconnu sur deux domaines. Le Product Lifecycle Management, comme vous le savez, tout ce qui vole, roule, navigue, a été conçu à partir des outils de Product Lifecycle Management de Dassault Systèmes. Et puis l'IA, comme vous avez, pour ceux qui étaient là à la plénière ce matin, vous avez vu qu'on est extrêmement actif dans le domaine de l'intelligence artificielle,
Et donc on essaye déjà de se baser pour apporter de l'efficience, pour apporter des solutions qui permettent de donner et de la valeur ajoutée et de réduire les coûts, tout en recentrant l'utilisateur sur vraiment leur expertise métier et pas sur de la réconciliation de données, de documents, etc. Donc comment on fait ça? Déjà, en reprenant un petit peu, comme on dit dans le rugby, en remettant un peu l'église au milieu du village, puisque dans ces dernières années, il y a eu énormément de réglementations et les sociétés de gestion ont été obligées déjà de comprendre ces réglementations, parce que c'est souvent très obscur et on est assez désemparé sur ok, très bien, il y a un joli texte, je me suis endormi 3 fois dessus et qu'est-ce que je vais chercher c'est assez soporifique, mais qu'est-ce que je dois faire maintenant? Et une fois qu'on arrive un peu à comprendre à travers des groupes de place, des consultants, des réunions, voilà, et bien là on part au plus pressé pour dire mince, la deadline à l'approche, donc telle donnée que je dois reporter, ah bah tiens, dans tel système, dans mon PMS, elle est pas mal, elle a l'air d'être de bonne qualité. Telle autre donnée, je l'ai pas assis dans mon flux back-office ou comptable, je l'ai aussi, je la récupère. Tiens, comment je vais calculer ça? Je vais prendre quelqu'un en externe ou un stagiaire en interne, une belle macro, enfin bon bref. Au final, ça a donné un plat de spaghettis terrible. Ce qui fait que chez Dassault Systèmes Outscale, on essaye de militer pour, bien sûr, à travers aussi des partenariats dans le change management, donc des consultants spécialisés, mais de se dire on va prendre le temps de rebâtir un référentiel central, unique, maître, ce que les Anglais appellent single source of truth, pour ensuite aller orchestrer tout ce système grâce au PLM de Dassault qui a été adapté au monde des fonds d'investissement et nous permettre, grâce à l'IA, de reprendre des prospectus, pour reprendre du stock, pour reprendre des prospectus de fonds externes, pour reprendre des informations non structurées de différents documents, les réconcilier aussi là, grâce à l'IA et les normaliser avec l'ensemble de ce gloubi-boulga qu'on essaye de rassembler. Et ensuite faire, comme on a pu le faire avec Pictet à Luxembourg, qui est présent, de pouvoir automatiser toute une chaîne de reporting réglementaire tels que SFDR, donc les précontractuels, les EET, les website disclosure, ça devient beaucoup plus facile. Ça devient pas un jeu d'enfant, mais quand même. Donc voilà, pour nous, la digitalisation, elle part vraiment de la donnée. Preuve en est, il y a aussi un éminent représentant de Neoxam ici présent, et on est en train de réfléchir avec Murex, Neoxam, de aussi reprendre un petit peu, donner du sens à tout ce monde de la donnée, où finalement les sociétés de gestion sont extrêmement sollicitées pour fournir leurs données, et dès qu'ils ont besoin de données d'autres sociétés de gestion, ils doivent payer. Donc on essaye de se dire qu'il y a peut-être quelque chose un peu à rationaliser et à remettre, on va dire, dans une logique un peu plus normale. Plus collaborative et plus finalement une logique Voilà. De place. Tout à fait. Donc vous avez abordé en fait à travers l'optimisation de l'efficacité opérationnelle, la variété des informations à collecter, redistribuer, fournir aux régulateurs, aux contreparties, et la problématique d'hétérogénéité des data. On vient d'évoquer l'IA finalement, data, digitalisation. Je dirais c'est le deuxième axe. Finalement, la digitalisation, comment est-ce que vous la voyez et comment est-ce que vous voyez ces gains? Ou avez-vous pu voir les gains opérationnels et éventuellement les limites? Parce qu'il y a aussi potentiellement des limites. C'est, je dirais, à quel endroit est-ce que cela apporte le plus de valeur? À quel endroit de la chaîne de valeur? Est-ce que c'est sur la création, la gestion, la supervision? Chacun, je pense que vous avez des visions différentes. Mickaël, je vais te repasser la parole avant Louis Grégoire. Et pour finir, ce sera Véronique qui nous partagera Très bien. un autre axe sur cette... Ce que l'on a pu vivre ces dernières années, du temps de Forcia avec mes
mes collaborateurs et puis maintenant du temps de maintenant avec Dassault Systèmes Outscale, c'est que et notamment aussi avec un partenariat très intéressant avec Agama, justement c'est sur la création de fonds où je pense qu'on peut apporter le plus d'efficacité possible, puisque lors de la création de fonds, on essaye d'intervenir le plus en amont possible dès ce qu'on appelle de la BI et la Business Intelligence, en amenant, grâce à l'IA aussi, des informations sur le marché, sur la concurrence, pour que les départements marketing des sociétés de gestion se posent les bonnes questions lors d'un process de création. Et puis ensuite, il y a, en fonction des sociétés de gestion, mais entre 200 et 400 data points où les opérations, le risque, le legal, les gérants, il y a un vrai processus collaboratif qui amène justement cet apport intéressant du workflow collaboratif, du PLM adapté au fond. Pour ensuite aller traiter, comme le disait Louis Grégoire, des workflows un peu plus externes avec la banque dépositaire, avec l'auditeur, et puis surtout avec le régulateur, avec des allers-retours, où quand on voyait à l'époque la tête des Word en mode révision que s'envoyait la société de gestion et l'AMF pour rester sur un cas franco-français, on ne comprenait plus rien à ces modes de révision. Donc là, on essaye justement, grâce à cette automatisation et cette orchestration, voilà, c'est ça le bon terme que je cherchais, de fluidifier toute cette chaîne. Et puis ensuite, comme tu l'as dit Vincent, il y a l'ensemble des reportings qu'on se doit en fonction de la typologie du fonds, en fonction si c'est un article 8, 9, 6, en fonction si c'est un AIF ou pas. On sait qu'en fonction aussi du montant de son actif, on sait qu'on doit reporter du reporting AIFM, la mise à jour des KID, etc., le SFDR. Et là, c'est aussi très intéressant de pouvoir compter sur un planificateur, un work planner pour aussi superviser l'arrivée des données externes et la justesse des données externes, le contrôle des données externes, et puis tout le travail collaboratif de mes équipes. Et de mieux aussi, en fonction des congés, des maladies, de redistribuer aussi ce travail pour être certain qu'on arrive à lisser cette charge et à être en temps et en heure jusqu'à, et là c'est vraiment la spécialité d'Allfund, jusqu'à la distribution, ce qu'on appelle la dissémination de l'information dans la bonne langue, dans le bon pays, en fonction du passporting. Enfin, c'est quand même un monde assez complexe au final où se faire taper sur les doigts par le régulateur n'est jamais plaisant. Tout à fait. Du coup, Louis Grégoire. Non, ça je confirme, parce qu'en termes d'image, de réputation, et notamment auprès des institutionnels, ça complique les choses. Non, le constat qu'on peut faire, alors nous chez Agama, on s'occupe essentiellement, vous l'avez compris, d'acteurs qui sont très entrepreneuriaux au démarrage et qui grandissent. Je confirme ce que disait Véronique, on a une multitude de rapprochements en ce moment. Et la vérité, c'est qu'il n'y a pas d'outil miracle qui fait tout. Il faudrait des éléments qui permettent de traiter le passif. Mais le passif, est-ce que c'est mon passif en direct? Est-ce qu'il est intermédiaire? Par quel canal? Par quelle entité? Est-ce qu'elle est régulée ou non? Parce que, en fonction de si c'est un acteur régulé ou non, j'ai moi-même des responsabilités réglementaires complémentaires ou amoindries en fonction des situations. Mais quand je parle de passif, je dois traiter systématiquement mon sujet d'AML, KYC. J'ai des sujets MIF avec l'entrée en relation, est-ce que je fais du conseil, pas du conseil, quelle situation. Donc on a 15 cas de figure sur le volet passif à bien traiter et organiser. Sur mon volet actif, j'ai des OMS PMS, mais est-ce qu'ils sont bien branchés avec le dépositaire, les teneurs de compte quand je fais de la gestion sous mandat? Est-ce que j'arrive à avoir les données extraites de ces outils-là pour alimenter toutes les gens qui référencent des données, des datas et qui permettent de donner l'accès aux informations, notamment sur les valeurs liquidatives, les éléments. Donc on n'a pas d'outil miracle qui fait tout. Donc on essaye d'avoir des outils qui essayent de discuter les uns avec les autres. Et le vrai sujet que l'on peut avoir, c'est qu'il est essentiel, selon nous, de faire travailler tous les départements d'une entité régulée. Lorsqu'on lance un nouveau produit ou on veut modifier un produit ou une stratégie, il est vraiment fondamental d'associer évidemment la direction, les équipes commerciales, marketing, communication, mais aussi le front, les opérations, les risques, la compliance et aussi l'IT. Parce que la plus grande difficulté qu'on a, et c'est des grands risques opérationnels, si je n'associe pas tous ces gens-là,
j'ai des datas ou des éléments qui ne discutent pas ou qui ne marchent pas bien les uns avec les autres, et on a des vraies problématiques. On a aidé, effectivement, avec Outscale, avec Mickaël, on a travaillé pour un de nos clients où, grâce aux outils d'Outscale, on a mis en place un système où on a revu la rédaction de 70 à 90 KID et prospectus. La clause sur les frais variables était écrite selon 6 ou 7 versions différentes pour la même méthodologie de calcul. Évidemment, en interne, ils ne l'ont pas lu de la même façon. Donc, j'avais 3 méthodes de calcul pour mes frais variables, alors que c'était censé être la même méthode, le même indicateur, et sur la même société de gestion, évidemment. Et donc, tous ces sujets, ce qui est important, c'est d'avoir, j'appelle ça les sujets de smart data, d'avoir un espèce de coffre-fort qui permet d'avoir une data ou une rédaction qui est validée, conforme, et toutes les chaînes d'un département, d'une maison de gestion ont pu valider les éléments pour qu'on sache évidemment qu'est-ce qu'on peut utiliser. Parce que la vérité, on répond à un appel d'offres, chacun réécrit son appel d'offres en prenant la dernière version qu'il a en tête, qui n'est pas forcément la dernière validée par la direction ou diffusée, et donc on crée des risques opérationnels. Donc on a un vrai problème de rédaction, et là effectivement on doit permettre d'améliorer les choses. Je sais qu'il y a beaucoup de discussions, et tu étais avec l'AFG hier, Mickaël, l'AMF travaille sur des outils d'intelligence artificielle pour essayer de revoir et d'analyser la conformité réglementaire des documents marketing. De tous les documents marketing. Et donc c'est vraiment un enjeu du régulateur, c'est protéger le grand public et de permettre de mettre tout ça en place. Donc il n'y a pas d'outil miracle, et il faut faire en sorte que les outils parlent les uns aux autres pour éviter ces risques opérationnels et être plus efficaces. Donc ce que tu vois, en fait, c'est de la digitalisation sur la partie de l'amont, de la création, donc de la rédaction des prospectus en se basant sur des inputs, des data en input qui sont fiabilisés, cohérents, enfin qui ont été vérifiés, jusqu'à la production au fil de l'eau et les contrôles a posteriori. Voilà. Et finalement, que l'on s'adresse à une société de gestion Tier 1 qui potentiellement, si ça existait, aurait des AUM en milliers de milliards d'euros, jusqu'à des sociétés de gestion dont les AUM se comptent en millions seulement, sans citer personne, des Tier 1 au Tier 3. N'est-ce pas, Véronique, sur cette vision de la digitalisation et des gains? Alors moi, tu connais les deux, hein, moi, Tier 1, Tier 3, Tier 2. Je connais j'ai vécu toutes les tailles de société de gestion, mais pour moi, les gains, c'est nos limites. Nos limites parce que interopérabilité, économie d'échelle. Et je vous l'ai dit, moi, je suis création de valeur, business, donc time to market. Le réglementaire, la compliance, le juridique, ça fait partie de la chaîne business. Souvent, on confond. On pense, non, mais ça c'est un métier. Non. Si c'est pas fait vite, bien, à l'état de l'art, avec 0 but, on ne fait pas le business. Et je vous dis, c'est du vécu. Hein. Moi, voilà. On lance un fonds, d'accord. Quand on lance un fonds, il y a beaucoup de discussions hein, avec les gérants, la compliance, les risques, le juridique. La digitalisation, c'est un accélérateur de business. C'est-à-dire que quand vous lancez un fonds et que vous mettez 2 mois à tout casser plutôt que 18 mois, quand vous faites de la gestion, moi je peux vous dire, quand vous faites de la gestion active, la gestion thématique, c'est bien d'y aller tout de suite et de ne pas attendre 18 mois pour lancer un fonds. Ça, c'est un accélérateur de business, ça crée de la valeur. Je vais vous donner des exemples très concrets sur les gains. Nous, chez All Funds, on est vraiment la plateforme mondiale de référence qui met à disposition sur une plateforme, en fait, tout l'intermédiaire entre les distributeurs et les fonds. D'accord ? Donc, d'avoir la possibilité de se connecter et de distribuer via One Stop Shop et l'inverse, que le distributeur a faire son marché avec tous les fonds et de gérer toute la documentation autour de ça, les référencements, les contrats, les rétrocessions, c'est tout ça en un clic. C'est formidable. Vous gagnez un temps incroyable. Une autre chose, on est un acteur de référence sur tout ce qui est alternatif, le circuit de la gestion alternative au sens large, le private equity, les LTIF, tout ça, c'est pas très simple. Là aussi, on a trouvé des solutions d'accessibilité en fait pour les distributeurs de tout type sur le private equity et sur l'alternatif en général. Donc tout ça, la mise à disposition des cours, tout ça, c'est du gain et c'est du gain pour les métiers. Les métiers peuvent se concentrer sur leur valeur ajoutée, c'est très important. Ils ont leurs propres expertises. Et ils ont un effet de levier grâce à la digitalisation. Donc moi, l'IA, et puis j'ai utilisé concrètement, moi je suis sur les cas d'usage, d'accord, de l'IA, même en trading, puisque j'ai fait beaucoup de trading, les algorithmes, c'est extraordinaire ce qu'on peut faire aujourd'hui pour aller chercher de la liquidité. Maintenant, oui, il y a
il y a encore des limites. J'ai envie de dire la limite, c'est l'homme, sa peur. C'est ça, c'est une première limite. C'est des circuits aussi qui sont avec des... Il faut avoir la volonté de casser les barrières. Donc pour moi, la limite, c'est que maintenant, il faut aller très très vite pour se mettre à fond et le régulateur sur la tokenisation et tout ça. Voilà. Et sur Il faut y aller. Il faut enlever les peurs. enlever les peurs. Mais contrôler. Enlever la peur, ça ne veut pas dire ne pas gérer, maîtriser et contrôler. Attention. Mais il y a des choses qui sont inéluctables. Donc autant les faire et bien et les maîtriser plutôt que d'attendre 10 ans et puis d'être obligé de le faire à un moment ou à un autre. Voilà. Donc sur, à la fois sur la data, l'IA, alors on l'avait un petit peu évoqué en préparation et tu viens de juste l'évoquer, le machine learning, hein, notamment sur toute la partie trading. Mais là, le cœur aujourd'hui maintenant, c'est finalement ce mix machine learning LLM, toujours avec un focus sur l'efficacité opérationnelle, le recentrage, alors pas seulement du gérant, mais le recentrage des métiers sur leur métier. Enfin, c'est un peu, je le dis peut-être très mal, mais finalement c'est ça, hein, c'est fournir des outils digitaux qui permettent aux métiers de rester sur leurs activités et pas de faire du data crunching. Il y a des gens qui le font très bien, encore mieux, qui ne pourraient le faire. Et du coup, en fait, en parlant de comment faire mieux, on va passer, je dirais, sur ce troisième temps de notre échange. C'est selon vous, et là je vais te repasser la parole, Véronique, c'est comment est-ce qu'on peut faire mieux que ce qui est fait ou ce qu'on pourrait faire aujourd'hui? Qu'est-ce que tu vois et dans quel périmètre tu envisages des améliorations? C'est prospectif. Hein. Non, mais c'est une large question. Je pense que pour faire mieux, il faut d'abord le vouloir. Il faut y croire. Et il faut, comme je le disais en conclusion, faut arrêter la deuxième partie, il faut arrêter les blocages. Pour faire mieux, il faut avoir envie de mieux servir son client et de lui créer de la valeur. À partir de ce moment-là, on voit comment faire. Donc, il faut aussi savoir se reposer sur les bons acteurs. Pour faire mieux, je pense qu'il faut faire un saut sur le circuit du passif, mais ça viendra aussi. Le circuit du passif s'améliorera quand également le circuit de l'actif fera un saut quantique sur sa digitalisation. Donc tout ce qui est ETF, ETF actif, digitalisation, tokenisation, tout ça, il y a des choses qui sont faites. Il y a des tests qui sont en cours, on le sait à l'AMF, mais il faut vraiment y aller à fond parce qu'à partir de ce moment-là et de cette digitalisation, qu'est-ce qui se passe? C'est une accélération de l'offre, c'est une accélération du business. Et quand même, on a tous envie de sauver et d'accélérer l'industrie française et européenne au sens large. Et c'est un moyen de créer et de rester, de perdurer dans le business. Donc je pense qu'il ne faut pas hésiter, il faut y aller. Et moi, j'aime bien tout ce qui est en train d'être fait sur la tokenisation, sur les actifs, sur les ETF avec buffer. Ce sont tout ça des instruments pour faciliter l'accès à l'épargne, à l'investissement. Et quand l'actif ira à fond là-dedans, alors aussi le passif sera obligé et le régulateur. Et voilà. Donc il faut vraiment y aller après. Il faut aussi, dans toutes les sociétés, avoir des gens qui reconnaissent qu'il y a des experts dans ces domaines. Et il faut savoir se reposer sur les bons experts, que ce soit les services, les solutions qu'on représente aujourd'hui, les consultants. C'est très important, très très important de se dire on ne perd pas la main en faisant ça et en plus on apprend. Pour moi, c'est une grande leçon à retirer. C'est essentiel. Et alors, ça fait la transition avec, je pense, ce dont on a discuté, Louis Grégoire. C'est cet aspect, finalement, accélérer en Europe la distribution. L'Asie ne nous a pas attendu sur tout ce qui est... le reste du monde n'a pas attendu l'Europe sur les ETF, la tokenisation. Certains acteurs sur les ETF en Europe sont aussi... sont performants, voire étaient à l'origine de certains supports. Et cet aspect finalement, qu'est-ce que tu fais pour aider et supporter l'harmonisation de la distribution en Europe? Est-ce que, on en avait parlé, est-ce que c'est un des points qui pour toi est majeur dans ce aller plus loin dans la digitalisation, dans l'harmonisation et la digitalisation? Effectivement, si on veut accélérer la distribution au moins européenne dans un premier temps, il faut arriver de manière assez facile à lire et à comprendre les règles locales de tous les régulateurs.
Je vous donne un exemple, hein. Tu parlais de LTIF 2. Donc c'est un fonds à long terme qui a vocation à le permettre à le distribuer plus largement au grand public en contrepartie de certains engagements de division des risques, de limitation des leviers, etc., etc. Mais par exemple, la France, dans les discussions qu'on a pu avoir, nous, avec le Trésor, et on a pu échanger, ils ont mis un bloqueur en disant référencement assurance vie, que si j'ai une société d'édition française, un fonds français. Donc, je veux me distribuer à l'international, donc je suis obligé de faire quoi? Mon fonds français, ma société d'édition française, mon fonds français. Mais si je veux aller en Allemagne, je suis au crédit de mon véhicule en Allemagne. Est-ce que c'est un véhicule qui est co-investi? Est-ce que c'est un maître nourricier? Qu'est-ce qui fonctionne bien? Et donc, on est obligé de regarder les contraintes des régulateurs, la fiscalité. Parce qu'en fonction des pays, la fiscalité, c'est très lourd, il faut bien l'appréhender pour intégrer ces éléments. Donc plus on ira vers l'intelligence artificielle qui permettront, d'intégrer et de transposer, de rendre lisibles les pratiques des régulateurs, sous réserve que ça change tous les 4 matins, on sait que nos régulateurs sont capables de changer d'idée assez souvent. On va gagner en efficacité. Dans ce que tu évoquais sur l'efficacité opérationnelle, moi je vois dans les sociétés de gestion, je pense que ce serait utile que chacun des départements puisse faire une photo de sa semaine type. On travaille tous sur les mêmes sujets et en fait à 3 endroits différents sans le savoir. Et c'est vrai que si on arrive à bien organiser, et les outils d'intelligence artificielle doivent le permettre, on va gagner du temps. Nous, quand on a digitalisé les process de contrôle avec notre outil Belt, on l'a équipé 75 sociétés de gestion. Nos clients nous disent que l'équipe conformité gagne 30% de son temps. Mais dans RCCI, responsable conformité contrôle interne, dans le volet conformité, il y a un volet conseil. Conseil, ça veut dire quoi? Accompagner le business, être aux côtés des porteurs de projets, des équipes commerciales, des équipes de gestion, pour être vraiment conseil. Et plus je traite des sujets en préalable, donc dans le care et le cure, plus je suis dans la prévention préalable, dans ce qui est acceptable et où c'est que j'aurai des risques vis-à-vis de mes clients investisseurs, parce que c'est quand même là le nerf de la guerre, mais aussi de mon régulateur, qui est un sujet qui peut être désagréable effectivement d'évoquer, il faut organiser les choses. Et plus on va permettre d'avoir des gens qui ont une valeur ajoutée, des expertises, qui ne sont pas des bloqueurs de business, hein. C'est vrai que moi j'ai vu, il y a des RCCI, ils sont dans leur bureau, porte fermée à clé, ils veulent voir personne, et c'est non, 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 on change jamais. Là on a un vrai problème. C'est vrai qu'il faut utiliser... J'en ai connu, hein, j'en ai vu. Ce qui est important, c'est d'être vraiment présent, mais ça veut dire être aux côtés et être dans la salle, être avec les gérants et pas être dans un bureau et partager des informations, partager des éléments. Et que aussi, tout le monde joue le jeu en disant je ne peux pas écrire que mon fonds, c'est le meilleur de la place. Ça, on sait que les régulateurs vont nous tomber dessus. On ne le fait pas. Et on sait qu'il y a des phrases et tout le réseau, les gens qui sont en charge de la distribution, les institutionnels lors des appels d'offres connaissent parfaitement ces sujets-là. Et donc cette digitalisation doit encore être accéléré. Quand je demande, moi, si faire signer comme quoi il a déclaré ses cadeaux et avantages, bon, je mets un outil, c'est déclaré dans un outil, il a passé 15 secondes. Si je relance 15 fois par mail, je vais passer 15 fois 2 minutes, c'est idiot. Et donc, autant d'éléments qui vont permettre de faire les choses. Et plus on va avoir aussi de la standardisation. Moi, mon vœu premier, ce serait que, notamment les compagnies d'assurance, les directeurs juridiques se parlent entre eux, valident une bonne fois pour toutes un schéma de KYC, de KYD et de modèle de contrat, et qu'on n'en parle plus. On réécrit les choses 10 fois, 15 fois. Ça n'a pas de sens. Et on perd du temps et ça n'a aucune valeur ajoutée. Donc c'est important de mettre effectivement des choses où on arrive à valider des schémas collectivement. Et tu parlais de la plateforme de ce que vous faites chez Allfunds. Moi, quand je suis gestionnaire, je dois envoyer 50 fois, en fonction de mes 50 CGP, 50 partenaires, banques privées, les mêmes documents. Mes partenaires, banques privées, distributeurs CGP doivent m'envoyer 50 fois la même chose. On aurait une plateforme unique qui valide tout avec un tiers de confiance. Et là, on gagne tous du temps. Très bien, donc digitalisation pour recentrer toujours, permettre aux acteurs métiers, quelle que soit leur fonction, qu'elle soit core, front, middle, back ou support, de rester, ou distrib, pardon, enfin ou sales, de récupérer du temps d'activité à valeur ajoutée. Sous réserve de mettre des indicateurs de performance sur chacun des segments dans les différents départements, évidemment, pour qu'on puisse effectivement mesurer cette capacité et respecter toutes les obligations et pas perdre de temps sur des sujets qui seraient... Parce que la remédiation, c'est long, c'est pénible, et on perd du temps et on n'avance pas sur le business. Michael, par rapport, qu'est-ce qui peut se faire ou qu'est-ce qui pourrait se faire que vous n'avez pas encore fait chez Outscale sur ces sujets-là? Eh ben, écoute, Vincent, moi je vais plutôt parler de nos sujets un peu de R&D actuels, pour essayer encore une fois d'aller plus loin dans la digitalisation. Chez Dassault Systèmes Outscale, on a plusieurs axes. Le premier, c'est il y a énormément de prestataires qui vont faire de la compliance, qui vont faire du reporting, qui vont faire toute cette chaîne d'orchestration des fonds, mais on va dire pour les fonds AIF, pour les fonds UCITS, mais on se rend compte que sur les fonds private equity, real estate, là c'est plus le désert de Gobi. Donc
on veut vraiment aussi attaquer, d'intégrer dans notre périmètre de fonds couverts tous ces fonds qui ont quand même le vent en poupe. Hein, les fonds de private equity, le marché est très dynamique. Les fonds real estate, même s'il y a eu un petit creux, on sent bien que ça reprend. Pour nous, c'est également de ne pas laisser les petits acteurs, j'en parlais hier à l'AFG, mais dans la plateforme Dassault Systèmes, au niveau du PLM, eh bien sûr, on trouve les plus grands noms, Boeing, Renault, Tesla, etc. Mais j'ai aussi un ami qui est en train de designer des bateaux et effets de sol, des bateaux volants. La société s'appelle Aqualand, je lui fais un peu de pub. Et ces cruisers, il appelle ça des cruisers. C'est une société, il y a 10 personnes, mais ils font ça également sur Katia et Novia. Donc pour nous, c'est aussi important d'adresser bien sûr les gros acteurs, mais de ne pas laisser les petits sur le bord de la touche. Et puis, je finirai par la GenAI, parce que la GenAI, notamment avec notre partenariat Mistral, dont Jérôme, ici présent, a encore parlé ce matin en plénière, nous permet d'accélérer et de proposer des nouvelles solutions totalement innovantes sur pas mal de pans d'activité. Alors bien sûr, si je reste dans ce dont on a parlé, la rédaction des prospectus, à partir d'un stock de prospectus du marché ou de ma société de gestion, assurer grâce à la GenAI une cohérence de rédaction et on va dire au moins mâcher le travail pour que le legal aille vraiment dans son expertise et arrête de faire des save as de Word et des copier-coller ou alors un lendemain de soirée, il se dit tiens, je vais révolutionner tel article et ça s'est vu. Donc voilà. Et puis sur le secteur d'activité des fonds de private equity, on est en train de regarder comment on peut parser les 500, 600, 800 documents d'une data room où tu as des documents financiers, documents sur le marché, commerciaux, etc. Eh bien, parser tout cela et à travers un chat, proposer automatiquement des résumés, des analyses synthétiques de la société que je suis en train d'analyser. On peut faire la même chose sur des projets immobiliers où là aussi j'ai découvert, je ne connaissais pas trop ce monde-là, mais à travers un POC qu'on est en train de faire avec un asset serviceur luxembourgeois, eh bien on a pour un projet immobilier des analyses de plusieurs centaines de pages, et quand il s'agit de se remémorer une donnée bien précise, si je dois me retaper le document, ça va me faire mal à la tête, puis j'ai passé beaucoup de temps. Là, avec un chat, je peux facilement poser la question et me dire tiens, c'est quoi déjà la moyenne du taux de l'allocation par mètre carré sur le quartier où je regarde mon projet d'immobilier de bureau. Tout ça, c'est aussi possible. Donc la GenAI nous ouvre vraiment une perspective intéressante de solutions, non pas pour se faire plaisir de mettre de l'IA, parce que souvent aussi on rencontre ça, il y a beaucoup de sociétés de gestion qui nomment quelqu'un en disant bon maintenant on va pas être les derniers du peloton, donc tu vas nous dire où est-ce que tu dois mettre, où est-ce qu'on pourrait mettre de l'IA dans nos use cases. Nous on essaye vraiment un peu d'anticiper et de travailler pour le confort de l'utilisateur final afin que toutes les tâches répétitives, rébarbatives soient gérées par l'IA et que l'utilisateur puisse vraiment se concentrer sur son domaine d'expertise. Sur son métier. Très bien. Écoutez, on a... Et pardon, oui, pardon, tout ça, bien sûr, parce que ça c'est vraiment le thème d'actualité, dans un environnement souverain, Secnum Cloud, où je sais que les données que je vais mettre dans mon LLM ne vont pas être piquées par je ne sais pas qui pour faire je ne sais quoi et alimenter des sociétés étrangères grâce à mes données, voire de les pirater, encore pire. Voilà. Très bien. Écoutez, on a couvert un certain nombre de sujets. Je pense qu'il y aura peut-être des questions dans la foule. La digitalisation à la fois au service des processus, au recentrage des activités sur les métiers, le client. Alors avec d'abord un focus finalement le client qui n'est pas le client direct, mais qui est le client final, le régulateur
demande aux sociétés de gestion qui ne le connaissent pas finalement de produire de l'information qui lui permettent de souscrire, de sortir du livret A concrètement, enfin d'aller sur autre chose, d'aller sur des supports plus performants. Donc la performance aussi. On a un tout petit peu évoqué, mais c'est vrai que compte tenu des contraintes réglementaires, l'IA dans le cœur des processus de sélection, allocation, optimisation de portefeuille, c'est quelque chose qui existe, mais c'est très spécialisé, ça n'est pas ouvert à tout le monde. C'est difficile, enfin, en gestion active et en gestion. Alors pour la gestion active, ça reste quelque chose d'assez restreint finalement. Et ce qu'on voit, c'est que la digitalisation, elle va concerner les 40% des gestions qui s'appuient sur des gérants. Cette digitalisation, vous la voyez comme un outil qui va leur permettre d'être sur leur métier. Il y a des aspects dont on n'a pas parlé. On n'a pas parlé de certaines réglementations, de la relation entre la société de gestion et ses tiers. On avait évoqué, on n'aurait pas eu le temps d'en parler aujourd'hui, mais on avait évoqué Dora. On pourrait y passer aussi un temps fou. Dora, c'est adorable comme thème d'échange. Voilà. Est-ce que je crois qu'on a évoqué ce dont on avait discuté. Est-ce que vous avez des questions dans la salle sur l'une ou l'un des intervenants sur un thème spécifique, sur les contraintes réglementaires, sur comment chacun à travers ses activités y répond? Je pense qu'on a quelques minutes, me semble-t-il, pour pouvoir répondre à vos questions si vous en avez. Mesdames, messieurs, ou bien on a été très clair et... Je voudrais juste... Je ne sais pas qui vous êtes dans la salle et le métier que vous faites, mais je peux vous dire juste un truc. Posez-vous la question de vos cas d'usage. Parce que toute l'accélération, en fait, provient de comprendre tous ces cas d'usage et d'appliquer toute la technologie qui va aider tout simplement sur ces cas d'usage. C'est la seule chose que je pourrais dire parce que c'est ultra concret. Parce que quand on parle, je sais qu'en techno, quand on parle de l'IA, d'ailleurs, c'est pas de l'IA, mais des IA, voilà. On est face à un truc, on fait, mais qu'est-ce que je vais faire de cette IA? Et en fait, non. C'est du concret. Je veux dire, moi, j'en ai mangé des projets de transformation, business, réglementaire, tout ce que vous voulez. Posez-vous la question, mon cas d'usage, qu'est-ce qu'est mon ennui? Qu'est-ce qui vient tous les jours me titiller? Où est-ce que je perds mon temps? Où est-ce que j'ai 15 000 minutes d'échange? Quand vous identifiez ça, vous avez identifié là où vous devez vous adresser à un expert pour vous mettre le truc en place. C'est pas plus difficile que... En fait, c'est pas ésotérique comme discussion, c'est ultra concret. Et qu'est-ce que vous allez faire? Votre boulot, vous allez le faire juste 10 fois mieux. Voilà, et plus agréable. Vous allez sourire au travail. Un point aussi important dans cette digitalisation des process, ne lésinez jamais sur votre analyse de vos partenaires, leur notoriété, la cybersécurité. Nous, on a des clients qui ont été attaqués. Il y avait les déclarations d'IFI de leurs clients sur Twitter. C'est fini. La confiance est rompue. On ne peut plus développer du business. C'est très compliqué. Donc attention aux gens qui sont dans des juridictions un peu atypiques. Prenez pas ces risques, sincèrement. On voit des cas, c'est quand même olé olé. Pour conclure. Rien à rajouter. Je voulais juste remercier Vincent, Véronique et Louis Grégoire pour leur intervention. Et merci à vous d'avoir assisté. Merci à vous de nous avoir écoutés.